Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du vlog du Corn dans lequel j'avais envie de faire suite à la dernière annonce Disney Marvel dans laquelle ils annonçaient les téléséries à venir pour leur franchise. Je vais donc les énumérer un après l'autre et dire un peu mon opinion face à ces séries-là, à quel point je suis hype, décrire le projet du mieux que ce que je crois être capable. En fait, la majorité de ce que je vais décrire est des prédictions. Alors on y va. La première série dont on va parler aujourd'hui, c'est X-Men 97. Si vous êtes de ma génération, vous avez été élevé avec les comics animated d'X-Men. Moi, c'est dans les premiers bonhommes animés que j'ai écoutés que j'ai vraiment été passionné par. La story était le fun, elle suivait Wolverine, Cyclope, Jean Grey et Jubilee, entre autres, qui refait son apparition depuis quelques années. Je suis pas étonnant qu'ils veulent ramener le concept. Jubilee a des pouvoirs qui est très flashy. Puis avant, je pense qu'on n'avait pas les moyens de le rendre aussi flamboyant que les pouvoirs de Jubilee peuvent l'être. Puis maintenant qu'on a l'efficacité en termes d'effets spéciaux, ben pourquoi pas. Dans X-Men 97, pourquoi ils ont donné ce nom-là? La série originelle d'X-Men a terminé en 96. C'est donc directement pour nous faire l'ode que ça va être la suite directe au show. Moi, je vous invite à aller l'écouter, disponible sur Disney+, si vous ne l'avez pas déjà écouté. C'est dans les très bonnes séries en cartoon que vous pouvez trouver de l'époque. Et c'est très comic book accurate. C'est le fun d'avoir une série qui ont essayé de se pencher dans beaucoup de détails qu'on pouvait retrouver dans les comic books de l'époque. Puis ça va nous remettre un peu dans l'âge d'or, ce qui va se retrouver être une excellente façon de ramener les X-Men un petit peu dans l'univers, avant de les ramener grandement dans l'univers, comme on sait que c'est un des plans de Kevin Feige. La deuxième série duquel que je vais parler s'appelle Echo. Echo, si vous la connaissez pas, c'est un personnage qui est souvent relié à Daredevil, Hawkeye, les héros qui sont un peu les street-level fighters, qui s'occupent des criminels de rue, des organisations criminelles dans les cités. Echo, son nom dans l'univers, c'est Maya Lopez. Elle a été créée par le scénariste David W. Mack et le dessinateur Joe Quesada. Le personnage apparaît pour la première fois en décembre 1999. Les caractéristiques de Maya, c'est qu'elle est une athlète de niveau olympique, elle est une combattante aguerrie dans plusieurs arts martiaux, elle est une acrobate et ballerine, elle est une pianiste accomplie, et en plus de ça, son pouvoir spécial, c'est réflexe photographique. Son origin story, comment Echo est introduite dans l'histoire de Marvel, c'est que ses parents ont été tués par des criminels dont faisait partie Wilson Fisk, aussi appelé le Caïd. Wilson Fisk a décidé d'élever Echo un peu dans la criminalité, puis même, à un moment donné, il va sur la tombe de son père, puis il lui ment en disant que c'est Daredevil qui aurait tué la famille de Maya et non lui et sa gang. Et évidemment, avec un nom comme Echo, vous pouvez vous douter qu'elle est sourde. Et une des raisons aussi pourquoi elle fait toujours partie de l'univers de Daredevil, une personne qui est sourde teamée avec quelqu'un qui est aveugle, ça fait quand même un show intéressant, surtout que les deux ont su faire fi de l'handicap qui leur a été donné ou qu'ils ont acquis au travers leur vie pour devenir de grands héros, ou du moins essayer de l'être. Echo, après avoir tenté plusieurs fois de tuer Daredevil, elle a fini par apprendre la vérité sur Wilson Fisk et essaie de prendre un arc un peu anti-héroïque. Donc j'ai l'impression que la série va peut-être essayer de nous montrer ce cheminement-là, peut-être qu'on va voir un peu d'origin story, on va peut-être suivre dans la première saison ses tentatives de s'attaquer à Daredevil, mais j'ai plus l'impression qu'on va la voir être mentorée par Daredevil alors qu'elle essaie de devenir elle-même un héros dans Hell's Kitchen, puis essayer de reprendre son nom. Entre autres, elle voulait pas joindre les New Avengers dans l'univers de Marvel parce qu'elle avait peur de ternir la réputation de gens comme Spider-Man. Fait qu'il y a quand même une belle arc psychologique qu'on peut voir dans cette série-là, selon moi, ou qui peuvent exploiter dans cette série-là. Mais juste le temps va nous le dire. Donc on va passer à la série numéro 3. Donc la série numéro 3 que je vais parler aujourd'hui, c'est Spider-Man Freshman Year. Spider-Man Freshman Year, on n'a pas beaucoup d'informations, autre qu'on va suivre l'histoire de Peter Parker, alors qu'il devient Spider-Man. On sait que dans le MCU moderne, on n'a pas vraiment suivi cette trame-là. Tom Holland commence déjà assez apte quand Iron Man le trouve. Ça fait déjà quelques actions héroïques qui réussit à faire dans la cité au point où il y a des vidéos trending de Spider-Man, fait qu'Iron Man le trouve. Cette série-là, elle va être animated et aussi, ça va célébrer l'ancien style d'animation, puis un style d'animation beaucoup plus propre aux anciens comic books de Spider-Man. La série numéro 4 duquel je voulais vous parler, c'est probablement celle duquel je suis le plus hype, moi, personnellement. C'est Agatha, House of Harkness. Moi, Agatha, ça a été mon personnage préféré de toutes les séries qui ont sorti récemment. Moi, Agatha, gros coup de cœur, j'adore ce personnage-là. J'avais hâte de la revoir. On savait déjà qu'on allait la revoir avec la finale qu'on lui a donnée dans WandaVision. Et là, elle va avoir sa propre série, Agatha, House of Harkness. J'ai juste hâte de la voir. Ça finit là. Rien d'autre à dire. Sortez-la. La prochaine série duquel je vais brièvement parler, c'est Marvel Zombies. On a légèrement vu cet univers dans lequel les zombies régnaient sur la Terre dans notre chère série What If, mais ils vont faire une série entièrement
sur la série Marvel Zombies. Aussi, les Marvel Zombies, si vous ne le savez pas, ils existent en BD. C'est des BD qui sont quand même assez popularisés. Il y a beaucoup de trames différentes qui sortent sur la même idée. Qu'est-ce qui arriverait si la majorité de nos héros deviennent des zombies et qui ont encore accès à leur pouvoir? Hein? Si vous êtes intéressé, DC Comics ont fait à peu près l'équivalent. Je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans avec un arc qui s'appelait DC's. Très intéressant de voir qu'est-ce qui arriverait aux héros DC aussi si les zombies prenaient possession de notre chère planète Terre. La prochaine série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est She-Hulk, mini-série qui va être sur Disney+, créée par Jessica Gao, qui met en scène évidemment She-Hulk elle-même. She-Hulk, c'est la cousine de Bruce Banner, si vous ne le saviez pas dans les BD. Elle se fait blesser et a soudainement besoin d'une transfusion sanguine de notre cher Bruce Banner. Malheureusement, la condition de Bruce n'a pas bien réagi dans le corps de sa cousine et a fini par la transformer en Hulk elle aussi. Par contre, il y a des grosses différences entre Hulk et She-Hulk. She-Hulk a une vraiment meilleure balance de ses personnages. She-Hulk, malgré qu'elle soit dans une forme Hulkesque, une forme beefy et verte, elle garde toute sa personnalité de Jessica Walter. Puis Jessica Walter, c'est une avocate, elle est habituée de régler des conflits aussi par la parole et par la réflexion. Fait que c'est vraiment un personnage qui est puissant dans l'univers de Marvel parce qu'il y a le brawl et la force de Hulk, mais il y a aussi une bonne capacité réflexive qui est capable d'utiliser les deux en même temps. She-Hulk est aussi super importante dans plusieurs groupes. Entre autres, c'est une très bonne amie aux 4 Fantastiques. Dans certaines trames, elle remplace même de Thing dans les 4 Fantastiques. Puis on s'entend, Jessica Walter, en plus, c'est pas juste une avocate, je vais vous sortir son pedigree complète. Elle est avocate aventurière, ancienne chasseuse de primes, une magistratie du tribunal. Elle est aussi agent du SHIELD, actrice. Elle est vraiment efficace dans tout ce qu'elle fait. J'ai hâte de voir comment ils vont être capables de la transposer efficacement en télésérie. J'ai hâte de voir aussi quel genre de personnage va tourner autour d'elle. Entre autres, il y en a un teaser duquel je suis vraiment content, qui est Titiana. Puis en plus, elle va être jouée par Jamila Jamil, qui est dans Good Place. C'est une actrice que je trouve super drôle. J'ai hâte de la voir dans un character qui est moins comic relief, qui est plus un vilain, là, on s'entend. Là. C'est que ça va être différents rôles pour notre chère Jamila. J'ai hâte de voir comment elle va jouer ce rôle-là. En plus, c'est 2 characters qui sont très musclés, très forts. J'ai hâte de voir aussi comment ils vont jouer les scènes de brawl, parce qu'on sait qu'une des raisons pourquoi on voit pas Hulk souvent, ou beaucoup de scènes de combat avec Hulk dans les films Avengers, c'est qu'animer Hulk coûte super cher en CGI. Fait que j'ai hâte de voir une série entièrement sur des effets spéciaux à la Hulk, combien ça peut coûter. Sinon, une autre des différences que She-Hulk possède avec son cher cousin, c'est comme sa mutation à elle a été produite par une transfusion sanguine. Tout ce qui est endurance et force, qui vient directement du pouvoir qu'on va appeler Hulk, est moins fort chez Jessica Walter, mais en même temps, comme elle est capable d'utiliser l'entièreté de ses capacités de quand elle est une humaine, la fusion des deux la rend tout autant plus efficace. La prochaine série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Miss Marvel. Miss Marvel a déjà été annoncée comme étant un cast de The Marvels, qui va être le prochain film de Captain Marvel. Captain Marvel est la première dans l'univers de Marvel qui a porté le nom de Miss Marvel. C'était son premier nom avant de devenir Captain Marvel. Miss Marvel, comme on la connaît aujourd'hui, Kamala Khan, existe juste dans l'univers depuis 2014. En fait, elle a été annoncée le 6 novembre 2013. Kamala Khan est aussi la première super-héroïne qui est d'origine pakistanaise et de confession musulmane, ce qui était vraiment bien pour l'univers de Marvel qui essayait de se diversifier puis de pouvoir rejoindre un public beaucoup plus large. Kamala Khan, entre autres, c'est une adolescente de 16 ans qui vit à Jersey City, dans le New Jersey. New Jersey qui est une ville quand même assez importante dans l'univers de Marvel. Notre chère Kamala Khan, c'était une stan de super-héros. Il n'y a rien qu'elle aime plus au monde que les super-héros. Entre autres, évidemment, Miss Marvel, une des raisons pour qu'elle porte ce nom-là, c'est que sa super-héroïne préférée, c'est Captain Marvel. Comme vous pouvez voir dans le trailer qui est déjà sorti, son premier costume va très Peter Parker-esque de ses débuts de Spider-Man, quand il essayait de faire ses costumes lui-même, puis c'est une copie cheap du costume de Captain Marvel. Puis je trouvais ça drôle parce que c'est accurate qu'un ado de 16 ans qui essaie de se faire un costume pour la première fois, il sera pas tête. Rappelez-vous, ceux qui font du cosplay, votre premier costume versus vos costumes que vous portez maintenant, grosse différence. La série télévisée de Miss Marvel va être créée par Bisha K. Ali. La diffusion est censée commencer en 2022, malgré qu'elle était censée commencer en 2021. Il va y avoir seulement 6 épisodes. Puis j'ai l'impression qu'il va nous servir à présenter la relève. Entre autres, on sait qu'avec Wiccan et Speed qui ont été présentés dans WandaVision, Patriot qui a été présenté dans Falcon and the Winter Soldier, Miss Marvel qui arrive là, probablement que Quantum and the Wasp va finir par nous présenter Stature. On va finir par avoir pratiquement tout le monde des New Avengers, puis même probablement qu'ils vont être capables de refaire les teams à droite et à gauche. Entre autres, il y a beaucoup de trames avec Kamala Khan dans lesquelles Kamala est mise en danger ou elle passe proche de mourir.
il y a un acte qui passe dans lequel les enfants, tous ceux qui ont moins que 18 ans, ne peuvent plus être des super-héros, et elle et d'autres super-héros. Et dans cette trame, elle rejoint ces jeunes super-héros qui ont envie de continuer à l'être malgré que ce soit illégal et essaie d'aider les Avengers dans l'ombre. Donc, il y a plusieurs de ces trames-là qui peuvent essayer d'aligner pour le futur. On sait que la première série va vraiment nous la présenter. On sait aussi que dans le trailer, ses pouvoirs ont été changés. Les pouvoirs de notre chère Kamala Khan de base sont quand même très similaires à celui de Monsieur Fantastique. Kamala Khan, ses pouvoirs, c'est la polymorphie et l'auto-guérison. Elle a un corps quand même assez similaire à celui de Monsieur Fantastique, ce qui lui permet entre autres son pouvoir préféré qui est M-Begin ou Shrink, celui de devenir très grand ou plus petit, mais pas comme Ant-Man le ferait, vraiment par ses proportions physiques. Donc elle peut aussi juste avoir un très gros point puis envoyer le très gros point jusque dans ta face tout en restant de proportions normales, ou élonger ses jambes pour passer par-dessus un ravin. Bref, c'est ce type de pouvoir, donc malgré qu'elle s'appelle Miss Marvel, elle n'a pas des pouvoirs similaires à Captain Marvel. Par contre, de ce qu'on a pu voir dans le trailer, il semble qu'ils ont modifié un peu son set de pouvoirs. Kamala Khan ne possède pas le set d'habilités le plus impressionnant à voir à l'écran. J'ai l'impression qu'ils l'ont modifié pour qu'il soit plus adapté à la nouvelle façon de faire dans Marvel, où c'est plus flamboyant, les effets spéciaux sont plus indépendants les uns envers les autres, pour pas que tu aies l'impression que c'est juste 10 héros ou que leur même skill c'est Kamehameha toute la gang. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est que dans le trailer, on voit Kamala Khan qui a l'air d'être en train de marcher un peu dans le ciel sur des plateformes d'énergie qu'elle crée en dessous d'elle, mais on voit son reflet au travers la vitre. Donc juste un guess de ma part, comme quoi ses pouvoirs seront peut-être modifiés dans cette série-là. Qui sait? Moi personnellement j'ai hâte de la voir, je pense que ça va être plus axé pour les adolescents, mais il va quand même avoir une certaine touche funny que moi j'ai envie de voir. Puis aussi que les deux Marvels, il y a beaucoup de caractères comme Spectrum dedans que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la suite qu'ils ont dans la MCU. La prochaine série dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Moon Knight. Moon Knight, c'est un personnage que la majorité des gens qui lisent les comic books, on adore. C'est un personnage qui est assez insane, autant dans sa tête à lui que dans ce qu'il accomplit dans l'univers de Marvel, puis aussi de sa relation avec tous les autres Avengers ou tous les autres personnages de cet univers-là. Moon Knight, c'est comme un mélange entre Batman puis Dexter, la série à propos d'un criminel qui est aussi comme un policier d'enquête. Tu fusionnes les deux personnages ensemble, ça crée à peu près Moon Knight. Là, tu rajoutes une couple d'autres personnalités dans sa tête, puis une trame dans laquelle il suit The Ancient God. Dans le fond, Moon Knight, ça tourne autour des dieux égyptiens, mais ce seraient des faux dieux égyptiens qui se seraient cachés parmi les dieux égyptiens, mais qui seraient en fait des Elder Gods, un peu comme Katon et le Darkhold qu'on est en train de croiser dans d'autres trames du MCU. Moon Knight, la télésérie, va être créée par Jeremy Slater. Il va être pour le service Disney+, aussi, comme tous les restes. Ce que je trouvais le fun, c'est Oscar Isaac qui joue le rôle de Mark Spector / Moon Knight. Dans les trailers qui sont déjà sortis pour Moon Knight, c'est qu'il joue vraiment bien. Peu importe le personnage ou la personnalité, on a l'air de sentir bien son vibe au point où tu regardes le trailer de 2 minutes, puis pour ceux qui ont déjà connu ou lu les BD de Moon Knight, vous êtes quasiment capable de dire quelle personnalité est en train de représenter en 5 secondes de représentation. C'est à ce point-là que, d'après moi, Oscar s'est penché pour maîtriser ce rôle-là. C'est tellement important quand tu joues de la multiplicité de personas, de le réussir puis de bien le jouer au point où on n'a pas l'impression que tu es juste une personnalité avec des envies un peu différentes de temps en temps, mais bel et bien être plusieurs personnes dans le même corps. Moon Knight a été créé par le scénariste Doug Moench et le dessinateur Don Perlin. Le personnage de fiction apparaît dans le comic book Werewolf by Night number 32 en août 1975. Et oui, c'est un héros de 1975 et pourtant, on l'a pas vraiment vu dans aucune grande série, dans aucun grand film, malgré que pour plusieurs, il soit très important, ou du moins qu'il soit assez divertissant pour qu'on soit plusieurs à le demander depuis le début du MCU. Et finalement, Disney nous a écoutés. On va enfin l'avoir, notre série! C'est caractéristique à notre cher Moon Knight, force et endurance de niveau olympique, maîtrise des arts martiaux et du combat armé, et c'est aussi un détective expert parce qu'une de ses personnalités est évidemment un détective de renom qui travaille quelquefois même avec la police. Il a notamment été affilié, ancien membre des Secret Avengers, de l'Initiative, des Marvel Knights, des Vengeurs, de la côte ouest, du comité de la CIA et du corps des Marines, un ancien associé des Defenders. Mais peu importe avec qui il a travaillé, il y a toujours des gens dans son équipe qui n'est pas trop content qu'il soit là parce qu'il est vraiment weird. Entre autres, dans les grands feats de Moon Knight, ça peut vous donner envie de lire certains de ses BD. Il a entre autres notamment déjà battu Deadpool dans un combat singulier 1 à 1. Il n'y a pas beaucoup de monde dans l'univers Marvel qui ont réussi à battre Deadpool en 1 contre 1. Surtout quand lui-même n'a pas des
L'ancienne version de Moon Knight avait des pouvoirs, mais la nouvelle version de Moon Knight en a pas réellement. C'est vraiment comme un Batman dans l'optique où c'est un humain qui s'entraîne excessivement fort. C'est juste qu'on l'a doublé de protection divine. Donc je sais pas si dans la série on va suivre le bout de Moon Knight ou celui-ci a ses pouvoirs qui varient en fonction des phases de la lune parce qu'il est béni par le dieu Khonshu, ou ils vont prendre la version plus moderne dans laquelle ses pouvoirs sont toujours similaires. Moon Knight est pas comme tous les autres héros. Il est né Mark Spector, un homme qui a probablement avec déjà des conditions à développer la schizophrénie. On peut pas savoir encore si c'est Khonshu, le méchant dieu, qui lui a imposé ou s'il était lui-même à avoir ses prédispositions avant. Il était un très bon mercenary, donc Mark Spector, quand il est cette personnalité-là, il est capable d'utiliser toutes les habilités qu'un mercenaire serait capable de faire. Il est capable de trouver de l'information, il est capable d'utiliser des armes à feu, des explosifs, il est capable de s'infiltrer. Et tout ce mindset-là lui permet d'être très efficace, autant quand il est Mark Spector que quand il est Moon Knight. Quand il est Moon Knight, il est vraiment dans sa forme héroïque d'avatar de Khonshu, il est le héros vengeur, mais il y a aussi d'autres personnalités qu'on voit un peu souvent dans les BD. Puis Mark Spector était un boxeur, un ancien marine, un CIA operative, et un mercenary quand il est mort. Fait que quand tu mélanges tout ça, ça l'explique aussi pourquoi Moon Knight est aussi fort au combat au corps à corps. Presque tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était apprendre à se battre. Son habileté de Stephen Grant, qui est son deuxième persona humain, c'est l'identité qui found tout ce que Moon Knight veut faire. C'est l'identité qui se rapproche le plus de Batman, entre guillemets, parce que c'est le persona du millionnaire qui se promène un peu partout, qui dépense son argent pour être dans des parties, qui fait des galas et des fundraisers, qui a tout le temps du monde un peu de la haute classe autour de lui. Ça lui donne aussi des contacts nécessaires pour bien se camoufler. Puis ça lui donne aussi les fonds nécessaires pour être capable de s'acheter tout l'équipement qu'il y a sur lui, Moon Knight, quand il se bat. Entre autres, il se bat avec un bâton d'adamantium qui est une matraque qui peut devenir un bâton. C'est assez efficace, puis ça doit pas se trouver à tous les coins de rue. Puis d'après moi, il te faut pas mal d'argent pour acheter un bâton à Wakanda. On suit aussi une personnalité qui s'appelle Jake Lockley. C'est un street smart cabbie. C'est quelqu'un qui est très bon pour le street level intellect, qui est bon pour trouver les informations qu'on trouverait pas justement si t'es Stephen Grant, t'es en train de faire des galas. Vu qu'il est un cab driver, c'est un chauffeur de taxi, il est capable de savoir un peu tous les recoins de la ville, qui prend quoi au bonne heure, puis il est capable aussi de savoir qui va voir, qui... Bref, les informations que tu peux avoir comme un taxi driver sont vraiment différentes que celles que tu peux avoir si t'es un mercenaire ou si t'es un millionnaire. Évidemment, il y a la personnalité de Moon Knight, qui est juste la personnalité dans laquelle il est un héros. J'en ai un peu parlé avant, mais je vous ai dire qu'il y a une grosse différence avec Batman. C'est que Batman, c'est un shadow assassin. Il a appris à se battre avec la Ligue des Assassins. Il est appris à se battre en étant en noir, en se cachant dans les ténèbres, en utilisant la peur et l'intimidation. Moon Knight est habillé tout en blanc. Il est vraiment facile à spotter, puis il est genre à juste sauter dans le tas, puis être comme je vais juste tout vous casser la gueule, comme To Me Baby. Fait qu'ils ont un style quand même assez différent, malgré que dans les deux cas, on retrouve sous certaines formes, un millionnaire qui dépasse son argent pour pas qu'on l'accuse d'être un héros. Je voulais terminer les informations sur Moon Knight avec sa dernière personnalité qui ont été créées dans l'univers du MCU qui s'appelle Mr. Knight. Mr. Knight, c'est vraiment sa toute nouvelle identité. Elle a été introduite en 2014. On se souvient, le personnage, il date de 1975. C'est quand même un bon moment avant d'avoir introduit une nouvelle personnalité. Puis une des grosses différences entre Mr. Knight et Moon Knight, c'est que Mr. Knight, c'est comme si c'était un humain, mais qui s'habillait entièrement en blanc. C'est vraiment particulier comme apparence. Puis, je sais pas, ça faisait juste rafraîchissant. Tu sais, de savoir que de temps en temps, il va juste pull out certaines formes de lui-même, dépendant de quelle personnalité prend le dessus. Puis celle-là, c'est comme une pristine Dexteresque version. Là, c'est la version la plus étrange qu'ils ont sorti probablement. Mais elle est vraiment le fun à suivre. Tu sais, chandail blanc, la cravate est blanche, les souliers sont blancs, les gants sont blancs, le masque est blanc, tout est blanc. Puis il y a une lune sur son forehead, sur son front. C'est tout. La prochaine série dont je voulais vous parler aujourd'hui, je ne vais pas m'y attarder longtemps, c'est What If saison 2. Tout simplement, vous annoncer que What If a bien marché pour la saison 1, donc ils vont continuer avec une saison 2. Puis comme on a pu voir que dans saison 1 est né Marvel Zombie, j'ai l'impression qu'ils vont toujours se servir des What If pour nous teaser une nouvelle série qui vont sortir dans le futur. Donc restez alerte au What If saison 2, j'ai l'impression que ça va être important pour les idées qu'ils se donnent pour le futur. La prochaine série dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est I Am Groot. Comme son nom l'indique, ça va être une série dans laquelle on va suivre notre cher Groot de Guardians of the Galaxy, mais pas dans n'importe quelle situation, ça va être une série animée
dans lequel le personnage principal va être Groot. Ça va être étrange de suivre quelque chose où Groot, c'est pas un comic relief, c'est vraiment ton personnage principal, mais tout ce qu'il dit, c'est I am Groot. Fait que toutes les conversations qu'il va avoir vont être super importantes parce que tu vas juste savoir ce qui se passe par les conversations qu'il a avec autrui dans sa tête. À part s'il trouve une façon de, comme, dans sa tête, on comprend ce qu'il pense. Je sais pas comment ils vont y aller, mais ça va être bizarre. Tout ce qu'on sait en date comme synopsis pour la saison 1, c'est qu'on va suivre les aventures de Baby Groot alors qu'il commençait ses premiers jours et qu'il est en train de grandir, en train de trouver du trouble partout où il allait. Et probablement avant de rencontrer Rocket, mais ça, on n'est pas sûr. Puis aussi, ce qu'on sait à propos de I Am Groot, c'est que ça va être probablement des short television series, ça va être probablement des capsules de 5 à 12 minutes. J'ai pas l'impression qu'ils vont y aller avec des épisodes complets de 30 à 40 à 60 minutes. De toute façon, ce serait juste weird. Regardez 60 minutes de Groot qui fait juste se promener around. Mais s'ils le font en capsule de 10 minutes efficace, ça va être vraiment des bons sketchs. J'ai hâte de voir ça. La prochaine série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Ironheart. Ironheart est dans l'univers de l'Armor War. Première place qu'elle va être probablement annoncée. La guerre des armures est une série dans laquelle on voit un peu tous les gens qui sont des Iron Man. Donc Iron Man, War Machine, Ironheart, même Pepper a fini par avoir une armure, elle s'appelle Rescue. Donc toute cette gang-là font partie de la trame de Armor War. J'ai hâte de voir comment ils vont transposer Ironheart. On n'a vraiment pas en date d'indicatif sur qu'est-ce qui va se passer dans la série. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va suivre l'adolescente inventrice Riri Williams. Puis dans le fond, dans l'univers de Marvel, Riri Williams devient Iron Man / Ironheart. Dans le fond, l'origin story de notre chère Riri Williams, c'est qu'à 15 ans, elle était déjà une engineering student. Elle allait à l'école pour le Massachusetts Institute of Technology sur une scholarship. Et dans son temps libre, elle volait des pièces à l'institut pour être capable de se faire sa propre armure d'Iron Man. Puis quand elle s'est faite pogner par la sécurité du campus puis on cognait à sa porte, elle s'est enfuie dans l'armure en volant par sa fenêtre par l'armure qu'elle venait de se créer. Fait que ça n'a pas été long qu'elle est tombée sur Iron Man. Puis Iron Man, toute personne qui a 15 ans est capable de construire une armure comme la sienne rentre dans son intérêt. Et ce qui est intéressant dans notre univers à nous en ce moment dans le MCU, c'est comme Tony Stark est déjà mort, elle va probablement pouvoir devenir son remplaçant, ou du moins la nouvelle personne à porter le manteau, beaucoup plus rapidement. Probablement que son mentor va être même War Machine, ou qui sait. Mais j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va être divertissant, puis ça va nous présenter une nouvelle génie dans l'univers du MCU qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça va être la première live action sur Ironheart, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La prochaine série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Secret Invasion. Secret Invasion, c'est une trame Marvel qui existe en BD sous le même nom. Secret Invasion est une trame dans laquelle les Skrulls se sont infiltrés dans tous les postes importants de la planète Terre. Ils sont présidents de plusieurs endroits ou vice-présidents de plusieurs endroits. Ils sont membres du SHIELD, ils sont membres de SWORD, ils ont des gens dans les Avengers. Et plusieurs membres super importants des Avengers se retrouvaient même à en être. Spider-Woman, à l'époque, était, entre autres, un Skrull infiltré qui était rendu à une position très importante et un peu celle qui déclenche la Secret Invasion. La majorité des reveals en Skrull sont plus très pertinents pour le MCU en ce moment, où c'est pas des personnages qui ont été très présentés dans le MCU moderne. Ce qui va être le fun, c'est que d'après moi, cette série-là va se permettre de nous reveal que certains personnages depuis très longtemps dans l'univers du MCU étaient en fait un Skrull déguisé. On va enfin savoir qui est vrai, qui est faux. Et c'est le genre de série dans lequel ce drame qui est omnipotent vient un peu comme vous étouffer par le mystère. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont être capables de mettre ça en scène. Moi, j'ai vraiment hâte. Ça a été une des trames de BD que j'ai le plus aimé lire. Et évidemment, dans Secret Invasion, c'est notre cher Nick Fury qui se rend compte de tout ça. Il y a plusieurs points qui ont changé dans le MCU. Entre autres, les Skrulls, on sait qu'il y a des gens beaucoup plus gentils. Dans les BD, au début, ils sont vraiment plus vilainisés. Maintenant, ils sont plus neutral parce qu'ils sont sous la direction de Hulkling dans le MCU moderne. Mais avant, dans les BD, les Skrulls étaient vraiment vus comme des purs vilains qui étaient là pour dominer notre planète. On a vu dans le film de Captain Marvel que certains Skrulls voulaient juste avoir une vie calme et relaxe. Donc, à voir, est-ce que Nick Fury se sert de ces Skrulls-là pour avoir de l'information sur l'attaque imminente? Est-ce qu'il est en train de monter une équipe avec Monica Rambeau qu'on a vu à la fin de WandaVision, avoir un Skrull qui venait la recruter pour parler à Nick Fury? Bref, toutes ces informations-là qu'on a eues au travers les autres films vont se réunir. Ça va être une très très grosse série, très gros budget. Secret Invasion va être un moment dans lequel on va retrouver un peu comme l'effet film Avenger, mais dans une télésérie. Ça va être une télésérie qui va culminer, je pense, beaucoup d'autres téléséries qui vont avoir eu lieu dans les 2 dernières années d'ici la sortie de Secret Invasion. Mais moi, personnellement, c'est une des séries pour lesquelles je suis le plus hype. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Les prochaines séries
Je vais y aller un peu plus brièvement parce que c'est des séries qui sont déjà sorties depuis longtemps mais qui ont été reconfirmées. Entre autres, on va avoir un Lucky saison 2. Donc si vous n'avez pas encore vu Lucky saison 1, ben allez l'écouter live. Puis si vous l'avez écouté comme moi, ben faites-vous en pas, à un moment donné ça va sortir Lucky saison 2. On va pouvoir avoir la suite de notre cher Lucky, celui qui s'est enfui et celui qui a un développement psychologique super intéressant à suivre, je trouve. Il va y avoir évidemment Hawkeyes qui sort la semaine prochaine. Dans la série Hawkeyes, on va pouvoir voir Hawkeyes et Kate Bishop, qui est un peu sa remplaçante, qui s'appelle elle-même Hawkeyes dans le futur du MCU. Les deux vont team up pour essayer de régler un conflit et retourner à temps à la maison pour Noël. Dans la série Hawkeyes, on va voir Hawkeyes retourner à des conflits plus du niveau street gang et street level criminal. Hawkeyes va avoir terminé de se battre contre des géants du type Galactus, Thanos et compagnie, Ultron, et va retourner gérer des criminels qui sont comme lui, des humains sans pouvoirs spéciaux. On sait aussi que dans Hawkeyes, il va y avoir Yelena, la sœur à Black Widow, qui va faire son apparition de retour, et j'ai vraiment adoré sa présence dans Black Widow. J'ai hâte de voir ce qu'elle va apporter dans la série Hawkeyes, et comment les deux personnages, la nouvelle Hawkeyes de Kate Bishop et Yelena, vont être introduits dans le futur MCU. Probablement qu'une va être une New Avenger et l'autre va être un Thunderbolt / Dark Avenger, mais qui sait, moi personnellement, j'ai hâte de voir ça. L'autre série que je voulais brièvement parler, c'est Armor Wars. J'en ai parlé tantôt dans Ironheart. Ça va être une série dans laquelle on va voir tous les créateurs de type Iron Man être ensemble. Donc si vous aimez l'univers d'Iron Man, vous allez regarder Armor War avec satisfaction garantie. Et la dernière chose que je voulais parler, parce que je trouvais ça drôle, c'est Guardians of the Galaxy ont annoncé un Christmas Special. Moi, le dernier Christmas Special de Disney que je me souviens, c'est celui de Star Wars, dans lequel Luke a de l'air shooté. Il a pas l'air bien du tout. Puis là, ils en font une version moderne avec Guardians of the Galaxy. Ça peut juste finir de deux façons. Un, ça va être tellement pourri que je vais rire à m'en pisser dessus, ou ça va être bon au point que je vais rire à m'en pisser dessus. Fait que bref, allez voir GOG Christmas Special, je pense qu'on va pouvoir tout rire ensemble de ce show-là. C'est ce qui va terminer mes annonces Marvel de la journée. Si vous voulez vous informer sur ce qui se passe dans la série Hawkeyes, un épisode à la suite, à partir de la semaine prochaine, je vais sortir les épisodes au fur et à mesure que les épisodes de Hawkeyes vont sortir. Les épisodes de bonus de la semaine vont devenir mes analyses de Hawkeyes pour qu'on puisse parler des moments qui m'ont le plus impressionné, des liens qu'il y a à faire avec les comic books, des liens qu'il y a à faire avec des easter eggs cachés que vous auriez peut-être pas vus, et bref, vous tenir informé le mieux que je peux de l'univers Marvel, parce que c'est un univers qui me passionne. Ça fait un plaisir, et à plus tout le monde!